Carole Five, Térébenthine. Gallimard, collection blanche. Peinture et ripolin interdits. C'est ce qui est inscrit à la bombe en lettres fluo sur la façade du bâtiment. Début des années 2000, à l'école des Beaux-Arts, on ne touche plus au pinceau ni au pigment. Les étages ont été rénovés pour accueillir les ateliers vidéo, son et multimédia. Les éclaboussures de couleurs et les odeurs de térébenthine ne sont plus tolérées. Les ateliers de peinture, pour les derniers résistants, ont été déplacés au sous-sol, dans les caves. Mais tout ça, tu ne le sais pas encore. Toi, tu as 17 ans, et tu rêves d'apprendre à dessiner, à peindre, à créer. En cette froide matinée d'avril, tu es venu passer le concours d'entrée des Beaux-Arts. Térébenthine, c'est l'histoire d'une jeune étudiante qui sort du bac et qui, malgré l'avis de ses parents, va s'inscrire aux Beaux-Arts, car elle souhaite devenir peintre. Or, elle va vite comprendre, à son arrivée à l'école des Beaux-Arts, que la peinture est morte. Que ce soit les enseignants qui vont lui faire comprendre, que ce soit les critiques d'art ou les galeries où on ne montre plus de peinture. Donc, elle va résister malgré tout et former, avec plusieurs étudiants dans l'école d'art, une sorte de résistance dans les caves des Beaux-Arts, puisque c'est là que les ateliers de peinture sont remisés, et peindre malgré tout, peindre après la mort de la peinture. Le personnage de ce roman, donc, c'est une jeune femme qui a 17-18 ans, qui sort de l'enfance, qui a un côté encore un peu naïf, et qui a besoin de peindre, de créer pour exister. C'est pour ça qu'elle s'inscrit aux Beaux-Arts, où elle va rencontrer alors Luc et Lucie, qui sont comme deux facettes d'elle-même. Luc, qui est un garçon qui en sandalettes été comme hiver, les cheveux mi-longs, qui est apparemment quelqu'un d'assez cool. Et Lucie, qui a un petit peu le côté punk de la bande, la grande gueule, qui va plutôt faire du street art, du détournement d'affiches. Voilà, tous les trois donc, vont former ce groupe des Térébenthines. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts dans les années 90. Et effectivement, c'était une époque où on nous disait que la peinture était morte et qu'on n'avait plus le droit de peindre et qu'il y avait une sorte d'effroi devant tout ce qui était image. Et en tout cas, j'ai lu il y a très peu de temps, il y a 1 an ou 2, un article de Beaux-Arts Magazine qui titrait « C'est le grand retour de la peinture ». Alors, je me suis dit, tiens, essayons d'imaginer ce que serait un peintre dans les années 90 qui aurait résisté jusqu'à ici, jusqu'à ces fameux retours de la peinture. Comment traverser ces années, ce tunnel, en tout cas, où la peinture était déclarée morte. Paul Gréveillac, Art Nouveau. Gallimard, collection blanche. La musique était forte. On dansait tout autour des instrumentistes, disposés en rond au centre de la salle. Violon possédé, souffle rauque, entêtant du tarogato. Cymbalum fiévreux, staccato, tambour qui faisait trembler les poutres vernissées. La Roslighetti commanda une bière. Les musiciens jouaient de plus belle leur verbuncos impétueux, leur xardas endiablé qui fouettait le sang comme rien. Il y avait même des filles pour chanter, roucouler, et donner du talon sur le parquet grossier. La Roslighetti se mit à battre la mesure sur le barreau de chaise. La nuit devint absolument folle lorsque Torok, de sa voix énorme, porta un 10e toast. « Bienvenue à la Roslighetti, notre nouvel architecte. Il relèguera Vienne au statut de ville de province. Il fera de Budapest le nouveau Paris. Et s'il échoue, eh bien on lui cassera les reins. » L'assistance éclata de rire. Art Nouveau, c'est l'histoire de Lajos Ligeti. Lajos Ligeti est un apprenti architecte, et il est viennois, mais Vienne est encombrée d'architectes. Donc il va quitter Vienne pour rejoindre Budapest, parce que Budapest c'est la 2e grande ville de l'Empire, on est à l'orée du XXe siècle, et c'est une ville où tout est à faire. Mais il y a beaucoup de concurrence, on peut l'imaginer, et le roman, c'est un peu cette lutte de Lajos Ligeti pour faire s'épanouir son art, qui sera un art véritablement nouveau. Et c'est aussi l'histoire de ses inspirations, de sa muse, et des luttes
auquel il va finalement devoir se soumettre. Et la question est ouverte, va-t-il réussir à construire Budapest? Lajos Ligeti, le personnage principal, est un jeune Viennois. Donc si on doit se l'imaginer, on peut se le représenter un peu sous les traits de Kafka. C'est un jeune Viennois qui incarne ce cosmopolitisme européen du début du XXe siècle. Mais dans ce roman, il y a aussi un deuxième personnage très important, qui n'est autre que la ville de Budapest, qui est très paradoxale, qui est une ville à la fois fleuron de modernité avec le premier métro continental, mais aussi où le pouvoir est dans les mêmes mains depuis des générations et qui a presque quelque chose de féodal. Pour plein de raisons. La première étant que je suis amoureux de Budapest. Je trouve que c'est une ville magnifique, où les strates de l'histoire sont vraiment très visibles. Aujourd'hui, on voit encore des impacts de balles de 56, par exemple, par endroit. Donc c'est la première raison. La seconde raison étant que ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est de rechercher cette communication entre l'art et l'histoire, entre la naissance d'un art et son environnement. Et c'est ça qui m'a intéressé dans finalement Art Nouveau, c'est cette espèce de questionnement de la naissance de l'Art Nouveau qui est magnifiquement nostalgique et de se replonger dans l'avant-Première Guerre mondiale. Camille Laurence. Fille. Gallimard, collection blanche. Un soir, des messieurs passent à la maison. Ils ont des questions à poser. Ils sont assis à la table de la salle à manger avec papa. L'un d'eux coche un formulaire qu'il a sorti de son cartable. D'après mes calculs, c'est le recensement de 1964. J'ai 5 ans. Timide et curieuse à la fois, je suis cachée derrière le canapé. « Vous avez des enfants ?» demande le monsieur. « Non, dit mon père. J'ai 2 filles. » L'histoire de ce roman, c'est l'histoire d'une fille qui naît en province, à Rouen, au début des années 60, dans une famille où on voulait absolument un garçon. Donc elle se rend compte assez vite que c'est un obstacle pour elle dans la vie d'être une fille. Et donc on la suit depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Et avec les différentes générations de femmes, sa mère, bien sûr, même sa grand-mère et son arrière-grand-mère, qui ont connu un autre rapport au féminin, jusqu'à l'âge adulte, où elle a elle-même une fille. Donc c'est aussi un roman sur la transmission, ce qui se transmet de personnage en personnage à travers cette narratrice. Le personnage principal de ce roman, c'est donc une fille qui s'aperçoit très vite que ses parents auraient voulu un garçon, notamment son père, qui n'a eu que des filles, puisqu'elle a une sœur aînée, et elle observe dès l'enfance les jeux des garçons qui sont différents de ceux des filles, les couleurs, les façons d'être traitée quand on est une fille. Et elle grandit, à l'adolescence, elle découvre la sexualité, mais aussi les drames qui peuvent être liés au fait d'être une fille ou une femme. Et elle va elle-même avoir une fille, puisque le mot fille désigne aussi la filiation. Et c'est cette fille qui va l'aider à éclaircir sa vie, finalement, à comprendre mieux le féminin. En fait, c'est un roman que j'ai en tête depuis longtemps. J'avais déjà écrit en 2003 un précédent livre qui s'appelait L'amour roman, dans lequel je suivais 3 générations de femmes, avec cette idée d'une transmission du féminin à travers les générations. Et là, c'est le mouvement MeToo qui m'a donné envie de revenir sur cette question du féminin. Qu'est-ce que ça veut dire être une fille ? Qu'est-ce qui a évolué au fil des générations ? Puisqu'au fond, la mère de la narratrice, c'est l'époque de Simone de Beauvoir, donc avec des filles qui sont quand même dans un carcan, jusqu'à l'époque de sa fille, la fille de la narratrice, qui, elle, est plutôt dans les mouvements de libération de la condition féminine. Hervé Letellier, L'Anomalie. Gallimard, collection blanche. Tuer quelqu'un, ça compte pour rien. Faut observer, surveiller, réfléchir beaucoup. Et au moment où, creuser le vide. Voilà, creuser le vide. Se débrouiller pour que l'univers rétrécisse jusqu'à se condenser au canon du fusil ou à la pointe du couteau. C'est tout.
Ne pas se poser de questions, ne pas se laisser guider par la colère, choisir le protocole, agir avec méthode. Blake sait faire ça. Et depuis tellement longtemps qu'il ne sait plus quand il a commencé à savoir. Après, le reste vient tout seul. Blake fait sa vie de la mort des autres. S'il vous plaît, pas de leçon de morale. Si on veut discuter éthique, il est prêt à causer statistique. Parce que, et Blake s'excuse, lorsqu'un ministre de la Santé coupe dans le budget, qu'il supprime ici un scanner, là un médecin, là encore un service de réanimation, il se doute bien qu'il raccourcit de pas mal l'existence de milliers d'inconnus. Responsable pas coupable, air connu. Blake, c'est le contraire. Et de toute façon, il n'a pas à se justifier, il s'en fout. Le 10 mars 2021, un avion décolle de Paris et vole vers New York. À son bord, 243 passagers. 243 passagers qui vont connaître des turbulences pendant ce vol atroce et qui vont se poser sur l'aéroport de Kennedy quelques heures plus tard. 3 mois plus tard, surgit dans le ciel atlantique exactement le même avion, avec les mêmes passagers, le même personnel de bord. L'armée américaine ne comprend pas, elle est confrontée à un phénomène totalement invraisemblable, la duplication de cet avion. L'avion va être parqué, mais il va falloir libérer les passagers, et ces passagers vont vivre ensuite dans un monde où ils existent déjà, se retrouver en double, et la question de la duplication, la question du double, va être le sujet intégral du livre, comment vivre avec soi-même. J'ai beaucoup de personnages, j'ai un tueur à gages, j'ai une pop star nigériane, j'ai une avocate noire américaine, j'ai un couple en instance de séparation, j'ai une fillette qui est la fille d'un soldat américain. J'ai tous ces personnages comme si j'avais finalement composé l'intégralité de ces caractères sur un damier, en choisissant les sexes, les âges, les classes sociales, pour obtenir le maximum de diversité. Et puis j'ai mon personnage qui va être celui qui, sans pour autant raconter toute l'histoire, va être le personnage central, qui est Victor Misol. Victor Misol qui est un écrivain français, un écrivain qui n'a pas connu le succès mais qui va devenir un écrivain culte, un écrivain qui va raconter l'histoire, toute l'affaire, avec un regard un peu désabusé, avec de l'humour et une certaine tendresse. J'ai lu il y a une quinzaine d'années un article scientifique d'un philosophe suédois qui travaille à Cambridge, qui s'appelle Nick Bostrom, et qui développe l'idée que nous pourrions tous être des programmes intelligents pris dans une immense simulation, et de l'incapacité qu'il y a à prouver le contraire de cette assertion. Nous sommes peut-être donc des programmes très intelligents. Et je m'intéressais aussi à la question de savoir comment est-ce qu'on se comporterait face à soi-même, face à un double, face à quelqu'un qui est vraiment nous-mêmes, qu'est-ce qui nous constitue, qu'est-ce qui est notre identité. Et donc j'ai voulu faire un livre qui parlait des deux. Carole Martinez, Les Roses Fauves. Gallimard, Collection blanche. Lola, assise sur le seuil de sa cuisine, sourit à cette nature foisonnante, de ce magnifique sourire qui, lui aussi, est un jaillissement. Lola ensoleille son jardin. Lola m'ensoleille. Je mesure à quel point cette femme a changé en 3 semaines. Elle contemple le printemps fou en précisant qu'elle ne contient plus rien. Elle se demande dans quelle mesure ces roses sont en lien avec les sensations qui la travaillent la nuit. On ne peut plus passer dans la rue sans être saisi par leur parfum. C'est l'histoire de Lola qui est postière dans un petit village breton, qui vit au-dessus de sa poste, qui a un magnifique petit jardin à l'arrière de sa poste. Et le jardin donne sur le cimetière, il est clos de mur, et le mur qui est entre les deux se fendit, et un jour, un vent sort du cimetière, plein de fantômes sans doute, et il fait claquer les portes, elle monte dans sa chambre, il y a la porte de la grande armoire qui claque, et dans cette grande armoire, il y a des cœurs cousus par ses ancêtres, parce que chaque femme, avant de mourir dans sa lignée, brode un cœur et l'emplit de toutes les confessions, de toute son histoire, de tout ce qu'elle a vécu, des choses interdites que personne n'a jamais le droit de lire. Et là, il y a l'un des cœurs qui a été déchiré. Et elle voit cette confession de son aïeule Inès Dolores.
Elle s'appelle Dolores, c'est-à-dire, en fait, Lola, tout le monde l'appelle Lola. Elle vit au-dessus de sa poste, elle est receveuse dans un petit village breton, elle est d'origine espagnole, et elle est très solitaire, elle est boiteuse, et elle se sent laide depuis toujours. Et elle s'interdit d'avoir une vie sociale, affective, sans doute à cause des paroles de son père quand elle était petite. Et en fait, elle est tellement heureuse dans son jardin, elle se sent tellement bien, mais un jour, elle va se questionner, elle va se demander si elle n'aurait pas désiré autre chose. Parce qu'une lectrice, un jour, m'a parlé du titre de mon premier roman, Le cœur cousu, et l'a rempli d'une tradition espagnole. Là d'où elle vient, ou les femmes, au moment de mourir, ont l'habitude d'écrire sur des tas de petits bouts de papier leur confession, leur vie, leurs secrets, et de mettre toute cette vie émiettée dans un cœur qu'elles ont brodé et qu'elles referment à l'aiguille. Et à leur mort, leur fille aînée hérite de ce cœur avec interdiction de l'ouvrir. Et cette lectrice m'a dit qu'elle avait une armoire pleine de tous les cœurs de ses aïeuls, et que ces cœurs étaient pleins d'une histoire qu'elle ignorait. Marie Nimier, Le Palais des Orties, Gallimard, collection blanche. Une jeune fille se tient au milieu du chemin. Une jeune fille, noyée dans le vert cru des champs d'orties. Une jeune fille au teint mat venue d'on ne sait où, lunettes de soleil, sac à dos, turban bigarré recouvrant ses cheveux. Blouson et short en jean délavé, sans ourlet le short, un peu court pour la saison, découvrant des jambes nues. Tombant jusqu'aux lunettes, une masse épaisse de petites boucles efface le front haut et bombé. Les épaules semblent moins carrées, le corps plus fin comparé au volume de la chevelure. La jeune fille me fait un signe de la main. Sa voix est grave, légèrement poudrée. Je cherche, dit-elle, le Palais des Orties. Je cherche Nora et Simon. C'est ici. Tu es Fred ? La jeune fille acquiesce. Tu es en avance, non ? Tu devais arriver demain. Mais déjà, ça se passe dans une ferme qui cultive des orties. Il faut imaginer le père, la mère, les deux adolescents, tout le monde s'acharnant pour produire cette plante un peu difficile, mais pleine de vertus. Et elles font appel à une bénévole, une woofeuse. Une woofeuse, c'est-à-dire quelqu'un qui, contre le gîte et le couvert, va venir leur donner un coup de main. Le livre s'ouvre sur l'arrivée de cette jeune femme, Fred. Et tout le monde va tomber, je ne sais pas si c'est amoureux, mais en tout cas va être totalement attiré par cette fille, aussi bien les chiens que les chats, que les ados, que les parents. Et c'est le début d'une histoire d'amour, et même d'une grande passion, qui va se dérouler avec, est-ce que je le dis, avec finalement la narratrice, mais ça, il ne faut pas le dire. Elle s'appelle Frédérica, donc elle est d'origine mauricienne, son père est mauricien, sa mère française, donc elle a la peau mate, elle a les yeux clairs, elle a les petits cheveux en tortillon, et je ne sais pas si elle est jolie, probablement, enfin en tout cas elle est assez irrésistible, on a du mal à ne pas l'aimer, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'être utile. C'est ce qu'elle vient faire à la ferme, c'est elle veut être utile, elle veut toujours réparer, elle répare quelque chose de son passé aussi. Et elle est libre, c'est quelqu'un d'incroyablement libre. Mais déjà, j'avais envie d'écrire un vrai roman, un truc vraiment romanesque, avec des personnages attachants. Enfin, en tout cas, moi, je m'y suis attachée. Et ces personnages, ils sont en moi et dans mon travail depuis longtemps, puisqu'ils étaient déjà dans la plage. Mais dans la plage, ils étaient très flous, comme ça. Et c'est comme si ces personnages, ils revenaient en couleur. Ils étaient peut-être en noir et blanc sépia, et ils viennent en couleur, et ils viennent aujourd'hui, ou même, peut-être pas aujourd'hui, même demain. Enfin, on est dans parce que c'est un roman d'amour, et j'avais envie de parler d'amour, de passion, un peu différemment, un peu comme on en parlera demain plutôt qu'aujourd'hui, je crois. Enfin, en tout cas, ça a été mon but. Éric Reinhardt, comédie française, Gallimard, collection blanche.
Rien n'est plus doux que cette attente informulée et immanente de la rencontre exacte et décisive, appelons-la ainsi faute de mieux, chacun comprend ce que cela peut vouloir dire, quand bien même la réalité nous aura accoutumés au soupçon qu'il n'est pas tellement raisonnable de s'en croire écouté. Dans ce qu'elle a d'immédiat, d'hasardeux, d'impromptu, d'instantané, les motifs de se réjouir de la réalité restent rares. La réalité n'est pas tellement généreuse avec ceux qui réclament d'être enchantés, ou bien d'être exaucés dans leurs attentes les plus candides. Néanmoins, poussé par son amour du hasard prodigieux, un amour indéfectible et presque de principe, Dimitri continuait de dîner seul de temps en temps et d'aimer les soirées rêveuses qui en résultaient. Dimitri a 27 ans, il est reporter, idéaliste, et on le suit sur 13 mois exactement dans ses pérégrinations sentimentales et professionnelles. Et en particulier, on suit l'évolution de ses sentiments pour une fille avec qui il n'a jamais vraiment parlé, mais qu'il ne cesse de croiser dans des endroits très différents les uns des autres. Et parallèlement, Dimitri mène une enquête sur la création d'Internet, ce qui lui permet une plongée dans les arcanes du pouvoir politique en France dans les années 70. Et il fait le portrait au vitriol d'un grand industriel français, révélant les turpitudes et les mœurs d'une certaine France, celle des très hauts sommets. Alors le personnage principal de ce roman est Dimitri, 27 ans, diplômé de Sciences Po, donc pur produit de la République, puisqu'il est issu de la classe moyenne, de la banlieue parisienne. C'est un garçon qui est très idéaliste, très sensible, romantique, mais aussi féroce, sarcastique, méchant, ironique. Et c'est quelqu'un qui se cherche dans la société, qui a du mal à trouver sa place et qui se rêve écrivain, mais qui aussi voudrait pouvoir changer le réel dans lequel on vit. J'étais très étonné d'apprendre qu'un ingénieur français, Louis Pouzin, l'inventeur du datagramme, c'est-à-dire la technologie sur laquelle repose Internet, ait vu ses recherches interrompues par les pouvoirs publics en 1974. J'ai cherché à le rencontrer, je l'ai rencontré, il m'a raconté cette histoire, ainsi qu'un haut fonctionnaire. Et la France, en 1974, a poussé le Minitel, Giscard, et les Américains d'ARPANET, s'accaparant le datagramme, l'invention de Louis Pouzin, ont lancé Internet. J'avais envie d'explorer par le roman cette histoire de l'intérieur, en mettant en scène Louis Pouzin à l'époque. Mohamed Aïssaoui, Les Funambules, Gallimard Collection Blanche. J'avais 10 ans, cela faisait une année que j'étais en France. Je me rappelle cette scène dans un mélange de flou et de netteté, comme une fenêtre dans le brouillard. Je ne l'ai jamais oubliée, seulement je ne me souviens plus quel mois ce pouvait être, ni où précisément. Un début d'après-midi, un mercredi sans école. J'entre dans un local, je vois des tas de vêtements pliés et posés devant moi sur des tréteaux. Je n'ai Dieu que pour une veste de survêtement Adidas bleu électrique. Les 3 bandes sont tricolores, les couleurs de l'équipe de France. Ma mère me glisse dans l'oreille que je peux aller choisir les vêtements que je veux. Que c'est mon tour. On a le ticket avec le numéro. Je ne comprends pas tout, mais je sais que c'est important, que je pourrais peut-être porter cette veste bleue. Je ne choisis qu'elle, et je reviens vers ma mère avec la trouille que l'on me reprenne ce vêtement de rêve. Ma mère me demande de retourner et d'en prendre d'autres. J'en prends au hasard. Une autre veste de survêtement jaune, un maillot vert de l'équipe de Saint-Étienne sur lequel est floqué le numéro 17, un peu usé, des chaussettes, un pantalon trop grand. Je reviens vite vers ma mère et je ne pense qu'à une chose, ne pas lâcher ma veste Adidas. Pourvu que personne ne me la reprenne, pourvu que ma mère ait pensé à payer. Maintenant, je me souviens, c'était à la mairie. Je me souviens qu'à la sortie, sur un panneau était écrit « Don du secours populaire, vêtements, jouets ». C'est l'histoire d'un narrateur qui exerce le métier de biographe pour Anonyme et il veut retrouver son amour de jeunesse. Il sait qu'une chose, c'est que cette femme travaillerait dans les milieux associatifs, pour les Restos du Cœur, pour ATD Quart Monde, pour les Petits Frères des Pauvres.
Et donc, c'est une plongée dans les milieux associatifs. Le narrateur fait le portrait de ces bénévoles, cherche à en comprendre les motivations et rencontre aussi les personnes démunies qui sont soutenues par ces bénévoles. Et petit à petit, le narrateur se rend compte qu'en allant à la rencontre de ces bénévoles et de ces personnes démunies, il va à la rencontre de lui-même. Le narrateur a 34 ans. Il lui arrive ce qu'il jugeait pathétique chez les autres. Il veut retrouver Nadia, qu'il a aimée quand il avait 18 ans. Donc il va à sa recherche. Ce qu'on sait de lui, c'est à travers des bribes de souvenirs, dont le premier et le plus important. À 9 ans, il a quitté son pays natal, seul avec sa mère, démuni et analphabète. Et donc, c'est un homme mystérieux, pudique, qui exerce le métier de biographe pour Anonyme. Et il a une obsession, c'est qu'il arrive à déceler très vite les fêlures chez les autres, mais il ne connaît pas la sienne. Et donc tout le roman va consister à essayer de trouver sa propre fêlure. Et d'ailleurs, on ne sait peu de choses de lui, et même son prénom, on ne le connaît qu'à la fin. C'est un roman que je porte depuis 1984. Cette année-là, j'ai écrit la première ligne de ce roman. Pourquoi m'a-t-il fallu autant de temps ? C'est parce que c'est un roman personnel. Et donc, j'ai dû passer par d'autres livres, comme L'affaire de l'esclave Furcy, comme L'étoile jaune et le croissant, comme Petit éloge des souvenirs, pour en arriver à celui-là. Il m'a fallu ce temps, parce que c'était pour moi très difficile de sortir cette histoire. Et cette histoire, pour moi, elle avait un but, c'était de rendre hommage aux bénévoles, à ceux qui soutiennent les plus démunis, qui sont pour moi les véritables héros du quotidien. Dai Si-ji, Les caves du Potala, Gallimard, collection blanche. Chaque soir à la tombée de la nuit, le Potala résonnait des roulements des 2 énormes tambours suspendus de chaque côté de la cour est. Stan Pa alla ouvrir une fenêtre pour aérer l'atelier, et il réalisa soudain que le bruit n'était pas celui des tambours du Deyangchar, qui grondaient généralement comme les eaux d'un torrent gonflé de pluie, comme le tonnerre avant l'orage. Ce qui se répandait à présent dans le ciel, c'étaient des battements rapides, rythmés, comme un appel urgent. À l'instant où il leva les yeux, son cœur cessa de battre. Au sommet du palais blanc, devant les appartements du Grand 13e, une silhouette d'homme frappait un tambour rituel pour annoncer à Lhasa, au Tibet et au monde que le souverain tibétain, le 13e Dalai Lama, venait de rendre son dernier soupir. Sur la terrasse, les flammes rougeoyantes d'innombrables petites lampes à beurre semblaient faire écho aux milliers d'étoiles du firmament. 1968, nous sommes dans le palais du Potala, le palais du Dalai Lama qui est en exil, et le palais est envahi en pleine révolution culturelle par une bande de très jeunes gardes rouges menés par un jeune personnage qui est surnommé Le Loup, qui est très cruel et fanatisé. Et il va s'emparer du personnage central du roman qui s'appelle Stanpa, qui est le peintre du Dalai Lama. Et le roman raconte l'évolution de Stanpa depuis son enfance jusqu'à son accession aux plus hautes sphères religieuses et à sa participation à la recherche du Tolku, qui est l'enfant destiné à succéder au Dalai Lama. Dai Si-ji a 65 ans, il vit en Chine la plupart du temps. Il a fait la FEMIS, qui est une grande école de cinéma en France quand il était très jeune. Mais il a écrit aussi un premier roman qui a connu un succès mondial, qui s'appelle Balzac et la petite tailleuse chinoise. C'est aussi un grand connaisseur de la peinture orientale. Ce qui est merveilleux chez cet auteur, c'est la façon dont il écrit directement en français ses romans, en faisant un merveilleux cadeau à notre langue. Ce qui est merveilleux dans ce roman, c'est la façon dont Dai Si-ji met en contrepoint la violence extrême de la révolution culturelle et l'extraordinaire subtilité de la peinture sacrée tibétaine, qui est décrite ici avec une subtilité, avec une sensualité surtout, qui font merveille chez le lecteur.